Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une série de vidéos plutôt, pour parler de l'Algérie des origines, de la préhistoire à l'avènement de l'islam. Alors, en effet, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé en 1962, lorsque les vilains colons français sont partis du territoire. Bien évidemment, l'histoire des Berbères et de l'Afrique du Nord est bien plus riche, bien plus grande que celle que l'État algérien veut faire croire aujourd'hui. Alors ces vidéos ont pour but non pas de faire de l'apologie chrétienne, mais de faire tout simplement une recherche historique basée sur des faits, basée sur des documents historiques fiables, dans laquelle nous allons pouvoir traverser plusieurs étapes de l'histoire de ce territoire. Il est important de rendre l'histoire au peuple, car au peuple algérien notamment, qui se dit algérien. Or, la constitution algérienne aujourd'hui inscrit dans sa constitution que l'Algérie est arabe et musulmane, ce qui est vraiment aliénisant, notamment pour des Kabyles comme moi qui ne se reconnaissent pas du tout dans cette définition, n'étant ni arabe ni musulman. Alors, il est important de rappeler l'histoire de ce territoire, hein. Alors voici les trois grandes parties que je vous propose. On va commencer par, premièrement, l'histoire de la préhistoire à l'Antiquité. Ensuite, quel était ce territoire sous la domination romaine. Puis enfin, nous parlerons de l'Algérie, de la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire du christianisme à l'avènement de l'islam. Alors mes amis, dans cette vidéo, commençons par la première partie de la préhistoire à l'Antiquité, en parlant du paléolithique, du néolithique et de la protohistoire. Alors les Algériens d'aujourd'hui, dans leur culture et leur organisation sociale, sont les héritiers d'une riche histoire millénaire, qui ne se réduit pas au siècle écoulé depuis l'islam et aux 132 ans de la domination coloniale française. Et c'est à travers la découverte de cet héritage anté-islamique de l'Algérie, qui est vraiment trop méconnu, que l'on va pouvoir voir avec ces vidéos que les découvertes archéologiques qui montrent que le territoire de l'actuelle Algérie fut l'un des premiers berceaux de l'humanité, et on va pouvoir retracer l'histoire à partir du 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, des États qui s'y constituèrent alors, et on va révéler combien les influences puniques, puis ensuite romaines, seront déterminantes pour modeler l'organisation politique et économique, la culture et les orientations religieuses des ancêtres des Algériens, même s'ils restaient largement tributaires du vieux substrat libico-berbère. Donc c'est grâce aux travaux notamment de Gilbert Meignet, hein, je me suis beaucoup inspiré de son livre qui s'appelle L'Algérie des origines. Petite parenthèse, Gilbert Meignet est un historien qui était agrégé d'histoire, docteur d'État en histoire en 1979. C'était un vrai spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Il a également donné tout son soutien à l'indépendance algérienne. Il était engagé à cette époque avec l'historien Pierre Vidal-Naquet. Et après l'indépendance, d'ailleurs, il est moniteur d'alphabétisation, puis coopérant à l'université de Constantine pendant 3 ans en Algérie. Donc c'est pour dire à quel point ces vidéos ne sont pas du tout pro-chrétiennes ou pro-coloniales. J'ai trouvé que son ouvrage, au-delà de ses pensées politiques, qui ne sont pas du tout les miennes, de cet historien, sont plutôt neutres. Voilà. Alors commençons par le paléolithique. Donc on désigne le paléolithique comme étant l'âge de pierre ancienne, donc caractérisé par la pierre taillée. Donc c'est les débuts de la préhistoire. Donc sur le plan géologique, ça correspond à la fin de l'ère tertiaire et au début de l'ère quaternaire. Donc on trouve à des milliers d'années de nous, soit une époque voisine des grands foyers préhistoriques de l'Afrique orientale, sur le terrain de l'Algérie actuelle, un des premiers berceaux de l'humanité. Donc datant de cette époque, plusieurs sites sahariens ont été découverts dans un Sahara qui était alors moins sec qu'aujourd'hui et où s'étendaient de vraies savanes, ainsi que des sites septentrionaux, tels que celui de l'Ain Hannesh près de El Elma à l'est de Sétif. On en a découvert des boules de pierre sphéroïdes grossièrement taillées.
L'homme de 7 ans, qui est dit dans l'histoire Homo habilis, donc l'homme habile par les savants, se cantonne souvent en bordure de mer ou de lac. Il taille des galets pour en obtenir un ou plusieurs tranchants. Ensuite, l'Homo erectus, donc qui se tenait debout, parfois dénommé en atlanthrope, donc c'est plutôt ce qui désigne aujourd'hui l'homme de l'Atlas, a dû être présent il y a des milliers d'années euh, dans une ère correspondante à l'Algérie du Nord, dans les actuelles oasis sud-oranaises, et au Sahara, dans le Hogar, et surtout au Tassili Asger. Donc on a découvert près de Tirnif, à l'est de Mascara, des fragments de squelette de cet Homo erectus. Il était de relativement petite taille, autour d'1,50 m. La cueillette et la chasse étaient ses principales activités. Dans un contexte où le climat était alors plus froid et plus humide qu'aujourd'hui, ses proies appartenaient à une faune où coexistaient des animaux nordiques, comme des cerfs, des sangliers notamment, et des animaux africains, comme les éléphants, les girafes ou encore les hippopotames. Donc ces outils et ces armes étaient composés de pierres taillées, souvent sur deux faces opposées. Ces activités et sa technique correspondaient à la culture dite acheléenne, d'après le nom d'un site de la vallée de la Somme, en France septentrionale. Donc peut-être avait-il déjà commencé à domestiquer le feu, reste à le confirmer. Il y avait aussi une organisation sociale et il pratiquait des rites funéraires déjà à cette époque-là. Puis l'Homo sapiens, dans l'histoire profane, on dit que c'est l'homme qui sait, déjà proche de l'homme actuel, a laissé des traces de sa présence entre 100 000 et 40 000 années avant notre ère, entre autres dans le Sahel, mais aussi près de Tipaza et de Mostaganem, et plus encore dans la région de Bir el Ater, dans les Nemenchas, d'où le nom qui lui était donné d'homme atérien ou parfois moustéro-atérien. À son degré d'évolution, il était notamment capable de fabriquer racloirs, poinçons et pointes de pierre taillées qui étaient ajustées à la hampe de bois. Le climat s'était réchauffé et il cueillait racines comestibles et fruits, il pêchait et il chassait antilopes, bœufs, chevaux et gazelles. Alors, à cette époque-là, sur le plan technique, les os servaient à fabriquer les aiguilles et les poinçons, le silex, les lames denticulées, couteaux et haches, ainsi que des petits outils à forme géométrique, souvent des triangles ou des trapèzes. Les premières formes animales pétries dans l'argile apparaissent alors. L'habitat était constitué d'abris sous roches et de grottes. La vie était déjà marquée par le groupement en communauté où était pratiquée une certaine solidarité. Résidant non loin de la mer ou de lacs, ces humains étaient friands de poissons. Leur subsistance était fondée sur la cueillette, la pêche et la chasse. Semi-sédentaires, ils pratiquaient un nomadisme de faible ampleur. Alors des pratiques qui eurent souvent en cours bien ultérieurement le badigeonnage d'ocre des corps, des cadavres et des outils, la trépanation des crânes, l'ablation des incisives supérieures sont à relier à des préoccupations peut-être hygiéniques et plus vraisemblablement d'ordre esthétique ou peut-être même sacré. On suppose que des vertus de revivification étaient prêtées à l'ocre. Des parures ont été également retrouvées. Elles avaient aussi des fonctions magico-religieuses. Les pierres, coquillages, les os, les plumes d'autruche servaient à protéger le corps de l'inconnu et des dangers invisibles. Donc, sur le territoire de l'actuelle Algérie, on commence à trouver des sépultures à partir de libéro-mauriciens, c'est-à-dire d'entre 22 000 à 9 000 ans avant Jésus-Christ. Des traces ont été exhumées, renfermant parfois des dépôts d'offrandes, par exemple hématite broyée placée au sommet du crâne, poinçon en os poli. Des amoncellements également annonciateurs de monuments funéraires ont aussi été découverts, des amas d'ossements, mais aussi des corps entiers inhumés, allongés ou dans diverses autres positions repliées. Ensuite, au début du 8e millénaire avant Jésus-Christ, une autre culture, dénommée capsienne, de Capsa, l'actuelle Gafsa tunisienne, ou proto-méditerranéenne, apparaît. Donc les Capsiens ne supplantèrent pas toutefois le substrat antérieur des Ibéro-Mauriciens. Donc le fond de l'actuel peuple du Maghreb provient sans doute d'une juxtaposition et d'une superposition de ceci et de cela.
Moins robustes, plus élancés et plus fins que les hommes de Mechta et Larbi, les Capsiens provenaient peut-être du Proche-Orient via la Basse-Égypte. De 7000 à 5000 ans avant Jésus-Christ, leur présence est surtout attestée à l'emplacement de l'actuelle Algérie intérieure orientale. On y a découvert une profusion de pierres taillées, ainsi que de nombreuses ramadiates, donc des cendrières, où abondent entre autres ossements et déchets de cuisine, notamment des coquilles d'escargots. Les ossements retrouvés dans les ramadiates indiquent la place importante dans l'alimentation, aux côtés de chevaux, de mouflons, sangliers et zèbres, d'une espèce d'antilope à grosse tête et de l'antilope bubale, d'où le nom que l'on donne parfois à cette époque de période bubaline. Alors les Capsiens ont mis au point un art domestique et ornemental où abondent coquillages perforés, coquilles d'œufs d'autruche, coquilles d'oursin, vertèbres perforées, dents, pierres, carapaces de tortue, petits disques de cuir. Il figure aussi dans la panoplie d'éléphants, d'élégants outils à fines lamelles, de silex blond, ainsi que des perles naturelles, des perles en os et des rondelles de poterie servant à confectionner bracelets et pectoraux. Donc voici en résumé la période de la préhistoire. Passons maintenant au néolithique. Alors continuons maintenant avec le néolithique, ce que l'on a parfois dénommé comme étant la révolution néolithique ou encore âge de la pierre polie. Alors cette période a débuté au Maghreb, Sahara compris, entre 8000 et 4000 avant Jésus-Christ, soit sans doute beaucoup plus précocement qu'en Europe. Donc témoigne de cette civilisation, parmi la série des superbes outils en pierre polie qui ont été exhumés, la longue hache découverte à Delis au début du XXe siècle, aujourd'hui exposée au musée du Bardo à Alger, ainsi que des tessons de céramique modelée et des fragments d'objets en peau. Des instruments en pierre taillée subsistèrent toutefois, comme des pointes de flèches utilisées grâce à l'invention d'une arme de destruction précise qui était l'arc. Donc des pollens de céréales datant de 4000 à 3000 avant Jésus-Christ ont été aussi découverts. On peut présumer ainsi des prémices de l'agriculture et de la progression de la vie sédentaire. Alors l'élevage apparut sensiblement plus tard que dans d'autres contrées, bordant à l'est la Méditerranée. Avec le néolithique, l'art s'est diversifié et s'est affiné dans les gravures rupestres de l'Atlas saharien, notamment du Bel Amour, au Mzab et dans la région de Djelfa, qui sont les portes du désert en Algérie, mais parfois aussi plus au nord. Des animaux africains sont gravés et non peints, dont la représentation renseigne sur la faune de cette époque, à savoir des autruches, des éléphants, des rhinocéros également, des lions, des bêlements mis en scène par exemple dans une gravure de Kef Messiwer près de Cedrata. Alors tout indique que, au moins dans l'extrême sud-est saharien de l'actuelle Algérie, au Tassili, la civilisation humaine a eu peut-être 2000 ans d'avance sur l'Afrique méditerranéenne. Le climat, loin d'y être comme de nos jours désertique, était suffisamment humide pour laisser croître les arbres et la végétation. Sur les céramiques modelées du Tassili, on ne trouve nulle trace à ces dates de type humain méditerranéen, c'est-à-dire les hommes ont un type négroïde. Des gravures rupestres, parfois rehaussées d'ocre rouge, datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, représentent souvent en grande dimension des bubales ou d'autres animaux de la faune africaine et aussi des ânes sauvages, des chèvres, des gazelles et aussi des poissons, donc imaginez en plein désert actuel. On a retrouvé également de la même époque des pointes de flèches et des couteaux d'une grande finesse. Toujours au Tassili, la peinture sur roche est au cours de cette période réservée aux figurations d'êtres humains, représentées généralement avec des têtes rondes. On a parfois parlé du style ou de l'époque des têtes rondes. Les tons sont ocre rouge, blanc, jaune ou gris-bleu. Les têtes peuvent être ornées de dessins géométriques et de protubérances dans lesquelles on voit des représentations mythiques. Alors ensuite, au néolithique moyen, c'est-à-dire à partir de 5000 ans avant Jésus-Christ, à côté de scènes de chasse, les représentations de troupeaux se font plus fréquentes, surtout de bovins. D'où parfois la dénomination de période bovidienne de ces temps marqués par le pastoralisme de gros cheptels. Leur ressemblance avec les gros bovins de la vallée du Nil, portant des paires de cornes ressemblant à une lyre, laisse penser que des contacts existaient déjà à cette époque avec l'Égypte,
où on tient pour plausible qu'il y ait eu une vague bovidienne provenant de l'Afrique nord-orientale. C'est peut-être depuis lors que le bœuf est devenu durablement le symbole de la création du monde sous la forme d'un bovin hermaphrodite. Alors apparaît aussi la croyance qui a perduré jusqu'à nos jours chez les pasteurs peuples d'Afrique stépique, en une voix initiatique scandée par deux temps, le solaire et le lunaire, symbolisés respectivement par des représentations du soleil et de la lune, des cérémonies propitiatoires où le cortège des bœufs joue un rôle premier, sont célébrées afin d'obtenir la protection des troupeaux. On a aussi remarqué que le cornage des bœufs, sans doute en symbolisation phallique, comportait des corrélations sexuelles renvoyant à la fertilité et à la reproduction. Les deux cornes, dont la représentation évolue de manière stylisée, concordent avec le croissant lunaire, lequel se trouve aussi au Proche-Orient, en évocation du sacré. Elle renvoie au cycle lunaire de 28 jours, celui de la menstruation, qui commande la fertilité féminine. Le disque solaire et plus le croissant lunaire se retrouveront dans les temps historiques de l'Antiquité. Donc là, il est intéressant de faire le lien entre ces pratiques, ces représentations lunaires de l'Antiquité avec le croissant lunaire de l'islam actuel. Donc au Tassili, les teintes des peintures se diversifient au bleu, au jaune, au violet. L'art s'y fait narratif. Dans les mises en scène d'êtres humains apparaissent des populations blanches venues vraisemblablement d'Orient. Des femmes élégantes offrent au regard leur coiffure élaborée, leur cape et leur jupe à volants. Les hommes arborent des peintures sur la figure. Ils portent un pagne, parfois une cape. Le sens du mouvement de ces peintures est souvent saisissant. Vers 3000 avant Jésus-Christ, le bovin domestique attelé apparaît. Donc la sculpture dite en ronde bosse s'impose. Précieuses sont les nombreuses petites sculptures animalières stylisées, polies dans des roches volcaniques sombres, les bovins accroupis en position ramassée et des antilopes côtoient de petits rongeurs, des têtes de bélier, mais aussi des poissons. Ensuite, à partir de 2000 ans avant Jésus-Christ, le néolithique final marque la fin de la préhistoire. Donc les représentations animalières continuent à y mettre en scène la faune africaine, mais l'éléphant et les hippopotames ont disparu. Donc ça indique bien que le climat est devenu plus sec à cette époque-là. Des animaux domestiques apparaissent, comme le chien, mais un quasi nouveau venu règne dès lors, c'est le cheval, d'où parfois le nom de période kabaline, toujours figuré attelé. Cet ancêtre du cheval barbare, vraisemblablement introduit d'Égypte à partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ, joua ultérieurement dans l'Antiquité un rôle majeur dans la fameuse cavalerie des rois numides. Les conducteurs de chars figurés appartenaient probablement à une caste de guerriers. Les formes de galop sont élancées, presque aériennes, d'où parfois la dénomination du style du galop volant, comme on en trouve dans la Crète d'avant la période hellénique, ou plus tard sur certaines céramiques grecques. Mais ces équidés avaient peut-être bien en partie eux aussi des origines africaines orientales. On a voulu voir dans ces ressemblances des influences sur le Tassili du monde égéen. Mais l'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, a avancé que ce furent au contraire ces Libyens du Sahara qui auraient appris aux Grecs à atteler les quadriges. Donc cette affirmation est toutefois controversée. En tout cas, plusieurs indices, comme la nécessité d'utiliser du métal pour fabriquer des pièces de char, ou encore la découverte de gisements de cuivre et d'étain, indiquent qu'il y eut parmi les ancêtres des Algériens des hommes qui connurent eux aussi l'âge du cuivre et l'âge du bronze, mais on ne sait toujours pas très bien dans quelles conditions, ni sous quelle influence extérieure, s'il y en a eu bien sûr, et découvrir la métallurgie. La stylisation des formes dans les peintures rupestres est poussée à son paroxysme. Les corps humains sont réduits à des schémas sans visage, élancés en tirets et triangles, comme s'il y avait là déjà l'effet d'un interdit portant sur la représentation humaine. Aux frontières avec l'âge historique, les conducteurs de chars finissent par se faire cavaliers, ces Gétules de l'actuel sud constantinois et ces Garamantes du Sahara central, ces derniers ancêtres des Touaregs actuels. Des textes antiques portent tuniques serrées à la taille, stylisées en triangles et diadèmes de plumes d'autruche. Au même moment, et dans la même ère saharienne, commencent dès lors à apparaître les caractères dits libyques dans leur succession géométrique de tirets,
de ce qui est probablement l'un des plus anciens alphabets du monde. Leur forme moderne résiduelle est l'alphabet tifinagh, donc c'est l'alphabet berbère d'aujourd'hui, qui est demeuré chez les Berbères. On est dès lors dans la proto-histoire, la période intermédiaire qui enregistre les changements progressifs aboutissant au temps historique, marqué notamment par l'épanouissement de l'écriture. Nous allons terminer cette vidéo avec la proto-histoire de l'Algérie. Donc les documents servant à connaître la proto-histoire sont d'une part des monuments, d'autre part des récits légendaires rapportés par des historiens antiques. Pour Hérodote, la population de ce qui est actuellement l'Algérie était composée de Libyens, nomades au sud d'une ligne formée par les Chotes algéro-tunisiens et sédentaires au nord. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'historien latin Salluste, grand plébéien romain raffiné et de bonne famille, qui fut le premier gouverneur de la Provincia Nova, la future province romaine de Numidie, écrivait que les premiers habitants de l'actuel Maghreb médian et oriental étaient des peuplades grossières, se repaissant de la chair des bêtes sauvages et broutant les herbes des prés, errant à l'aventure. Il partageait en cela les considérations normatives dévalorisantes ordinaires sur les peuples de la préhistoire telles que pourront les évoquer encore 2 millénaires plus tard des préhistoriens européens. Mais à la différence d'Hérodote, Salluste distinguait entre les Libyens au nord et au nord-est, dans l'actuelle Tunisie septentrionale, et les Gétules, vivant plus au sud et à l'ouest, sur les hautes plaines et dans le sud constantinois. On doit aussi à Salluste un véritable récit des origines des habitants du Maghreb. Il dit l'avoir emprunté à des livres puniques attribués au roi numide Iambsal, donc second siècle avant Jésus-Christ, et il le fait partir des récits mythologiques concernant Hercule. Après la mort du demi-dieu en Espagne, les peuples orientaux enrôlés dans son armée se seraient mêlés aux autochtones, les Médès. Les Médès qui étaient un peuple installé au sud de la mer Caspienne, c'est le royaume des Médès. Et il fut détruit par l'empire perse au milieu du VIe siècle. Alors, ce serait donc un mélange, ce peuple autochtone serait donc un mélange des Médès et des Arméniens aux Libyens, dès lors confondus sous le nom de Maures. Donc, d'où viendrait le peuple maure dans le sud de l'Afrique. Donc, les Perses aux Gétules, dès lors dénommés nomades, puis numides. Et donc, ce serait un petit peu l'historicité de ce peuple. Les Maures, qui étaient déjà sédentaires, avaient édifié des villes, à la différence des Numides. Ces derniers se seraient finalement emparés de tout le pays jusqu'aux abords de Carthage. Ce récit, qui emprunte peut-être bien à un vieux fond de légende punique, fait donc de la tradition herculéenne la trame d'un récit de fondation. Hercule a été maintes fois dans l'Antiquité au centre d'aventures et de mouvements des hommes. À l'époque romaine, la trouée d'Alcantara, qui fait communiquer le sud des hautes plaines constantinoises avec Vécéra, donc c'est la Biskra actuelle, au nord du Sahara, était dénommé Calceus Herculis, c'est-à-dire le coup de talon d'Hercule. Écrivant peu après Salluste, le géographe grec Strabon avance que les ancêtres des morts étaient des Indiens venus au Maghreb sous la conduite d'Hercule. Ces différentes versions ne font que reproduire une idée courante dans l'Antiquité selon laquelle toute civilisation émanait de l'Orient. Les Grecs qui s'établirent dans l'actuelle Libye ou les Phéniciens qui fondèrent Carthage donnaient du crédit à de tels récits. La légende d'une origine orientale des morts subsista comme lieu commun plusieurs siècles durant. À l'époque chrétienne, celui qui fut le plus célèbre des pères de l'Église, le berbère et proto-algérien Augustin, né à Tagaste, a rapporté que dans les campagnes de Numidie de son temps, les habitants précurseurs autochtones des Algériens se pensaient être des Chanani, c'est-à-dire des Cananéens. Donc les Cananéens, en fait, ils viennent de la ville de Cana, qui est une ville en Galilée, dans le nord de la Palestine. D'après l'historien byzantin Procope, qui écrivait environ un siècle et demi plus tard, les Maures auraient été les descendants des Cananéens, chassés par le roi conquérant hébreu Josué, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 4 siècles avant la légendaire fondation de Carthage par la reine Didon, 814 avant Jésus-Christ. D'après cet auteur, les ancêtres des Algériens auraient donc eu une origine palestinienne. 12 siècles après Procope,
Au XVIIe siècle, l'historien égyptien Mohamed el-Bakri rapporte des légendes selon lesquelles les Berbères descendaient de peuples chassés par les Hébreux après la mort de Djalut, donc de Goliath, le fameux héros des Philistins tués en combat singulier, selon la Bible par le roi David, donc au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils auraient, selon al-Bakri, été conduits au Maghreb par le fils de Goliath, qui s'appelait à l'époque Ifrikos, d'où Africa romaine, puis Ifriqiya en arabe, qui fut d'ailleurs le nom du nord de l'Afrique pendant un certain nombre de siècles. Certes, la tradition juive n'a jamais fait de Goliath un roi, mais on a remarqué que dans Goliath, ou Djalut dit en arabe, on pouvait reconnaître le radical GLD qui donne Egliz, qui veut dire chef en berbère. Donc le chroniqueur irakien Ali el-Massoudi, au Xe siècle, avançait lui que chez les Cananéens, le roi portait le titre de Djalut. Mais el-Massoudi n'est pas réputé pour s'être montré critique à l'égard des histoires et des légendes qui lui étaient rapportées. Cela n'a pas empêché le grand Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, d'avancer de son côté que les Berbères étaient les enfants de Canaan, fils de Cham, fils de Noé. De telles idées reçues qui courent sur 2 millénaires relatives à une prestigieuse origine orientale ont eu la vie dure. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas des idéologues algériens arabo-centrés pour prétendre, contre toute évidence scientifique, que les Algériens sont d'ethnie arabe et d'origine yéménite? De telles allégations sont naturellement réorientées par une référence, dite ou non dite, à des origines islamo-arabes, bien évidemment. En fait, on incline aujourd'hui à penser que, en raison de la grande approximation des auteurs antiques au sujet des noms des peuples, les Mèdes de Salluste, retranscrits en latin par Madis ou Masis, ne serait rien d'autre qu'Amazir. Le pluriel est Imaziren, c'est-à-dire le nom que les Berbères se donnent à eux-mêmes, et la lecture d'Ibn Khaldoun, qui parle de Mazir, peut conforter cette hypothèse, même si par ailleurs, on l'a vu, le grand sociologue maghrébin a pu aussi, comme tout le monde, donner quelques crédits à l'origine cananéenne. Il importait de rappeler ces histoires et ces légendes, non qu'elles soient des documents historiques révélateurs d'une réalité indubitable, mais parce que la vie des peuples se nourrit, entre autres, d'histoires, de légendes, donc il est tout à fait normal de les citer. Cela dit, au-delà de toutes ces légendes, les archéologues ont tout de même entrevu la piste des origines palestiniennes éventuelles des ancêtres des Algériens. Avant même l'installation à Carthage des Phéniciens, ces ancêtres des Libanais sont sans doute au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le Maghreb vit en effet affluer vers la fin du second millénaire avant Jésus-Christ plusieurs vagues d'expansion sur son flanc oriental, mais il en résulta un peuplement probablement bien peu important. On sait par ailleurs que le Sahara avait été, dans sa phase humide antérieure, une zone continue de circulation et d'échange, dans un climat et un paysage qui deviennent au Sahara progressivement désertiques. Bientôt, le chameau succédera à la prépondérance du cheval sur tout le territoire de l'Algérie actuelle, dont les troupeaux, le petit cheptel, ovins et caprins remplacent de plus en plus les bovins. Alors mes chers amis, je m'arrête là pour la proto-histoire. Nous ferons au prochain épisode, nous aborderons les royaumes morts et numides indépendants. Donc nous parlerons en détail des origines des royaumes Massil et Massacil, le demi-siècle du grand Agellid, du Massinissa, le numide, les influences de Carthage et la symbiose méditerranéenne. On parlera aussi des Nord-Africains et de leur langue, et bien sûr de l'organisation politique. Donc ce sera au prochain épisode. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire non plus, car comme ça demande un peu de boulot, je ne vais pas m'embêter à en faire de trop si ce n'est pas le format qu'il faut. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.